Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui on s'occupe d'une équipe belge, la Team Flanders Baloise. On va revenir sur la saison 2024 de cette formation, sur les coureurs à suivre ou encore les différents transferts de cette équipe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette formation, qui vous allez suivre également. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui suivent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous pouvez le faire pour me soutenir, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, comme ça les vidéos sont mises plus en avant par YouTube. La Team Flanders Baloise. C'est une équipe qui est en difficulté, hein. On l'avait déjà dit l'an dernier. Il y a un constat, c'est qu'aujourd'hui, les équipes de formation, qui ne sont pas des équipes de développement, ça devient de plus en plus compliqué. La Flanders Baloise, de base, c'était l'équipe de formation de toutes les structures belges. C'est-à-dire qu'en gros, vous passiez, avant d'arriver chez les pros, par la Flanders Baloise, il y avait la Lotto, mais souvent pour avoir un premier pas chez les professionnels, ce qui n'était pas le cas à l'époque avec la Lotto, eh bien on passait par la Flanders Baloise. Donc c'était plutôt pour les Flamands, et puis il y avait la Lotto U23 plutôt pour les jeunes. Ça a marché pendant des années, même au moment où il y avait Etix, qui était l'équipe réserve de la Quick Step, parce que Etix avait aussi pas mal de coureurs étrangers, en fait, qui n'étaient pas des coureurs belges dans cette structure-là. Donc les coureurs belges avaient encore ces deux points de passage là, donc soit la Flanders, soit l'équipe Lotto. Aujourd'hui, la Quick-Step a une équipe de développement, Intermarché a une équipe de développement, la Lotto U23 est devenue une équipe professionnelle continentale. Il n'y a plus autant de besoin d'avoir des équipes de formation. La Bingo est un petit peu morte de cette manière-là, hein. Là, il y avait eu l'équipe Wallonie-Bruxelles qui avait été créée pour faire la version wallonne en fait, de la Flanders, mais qui a disparu, hein, parce que Wagner Bazin a juste repris les bases de cette structure-là, mais en gros, ce sont des équipes qui sont différentes. Et la Team Flanders Baloise, aujourd'hui, a quand même du mal à avoir des résultats dans l'année. C'est devenu l'une des plus petites structures en deuxième division avec Novo Nordisk, notamment avec Wagner Bazin aussi. C'est une équipe qui a du mal à obtenir des résultats aujourd'hui parce que les meilleurs jeunes sont maintenant appelés par les équipes de développement, et donc Flanders se retrouve à avoir, on va dire, les restes. Donc potentiellement, soit les coureurs qui n'ont pas encore été repérés et qui ont une maturité lente, ça c'est dans le meilleur des cas, soit des coureurs qui n'ont pas forcément un très grand potentiel, et là c'est dans le pire des cas. Ce qui fait que c'est compliqué pour cette structure-là qui misait quand même tout sur la formation, de réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de stratégie, essayer de prendre des coureurs un petit peu plus âgés, des coureurs qui sont déjà confirmés? Est-ce qu'il faut rester dans cette idée-là, mais pourquoi pas descendre en continental? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à être en deuxième division pour la Flanders Baloise? Ils sont quand même peu présents sur les grosses courses du calendrier World Tour, et en plus, la difficulté de la Flanders Baloise, c'est que ils vont être de moins en moins possiblement invités, parce qu'il y a de plus en plus de structures de deuxième division qui sont plus grosses qu'eux. Et moi, je me demande jusqu'à quel point dans quelques années, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que la Flanders Baloise aura encore des invitations sur des épreuves World Tour, même sur des classiques flandriennes? Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a encore un intérêt à rester en Pro Series, si on ne peut plus accéder aux meilleures courses du calendrier? Est-ce qu'il ne faut pas mieux aller en continental? Ça, c'est une question qu'on peut se poser du côté de cette structure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette équipe a très peu de visibilité pour les sponsors, et elle a du mal à sortir des jeunes. Avant, quand tu étais à la Flanders Baloise, les bons coureurs de la Flanders Baloise
Alors, il trouvait facilement des contrats chez Quick-Step, chez Lotto, chez Cofidis, mais dans beaucoup d'épreuves. Dans beaucoup d'équipes de World Tour, aujourd'hui c'est beaucoup plus restreint. Alors il y a toujours l'équipe Cofidis qui en recrute. Il y a un peu Intermarché, de temps en temps, encore cette année je crois qu'ils ne l'ont pas fait. Quick-Step n'en recrute plus, Lotto non plus. Donc ça devient de plus en plus compliqué également pour cette structure pour mettre en avant les jeunes. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que les jeunes coureurs aujourd'hui préfèrent aller dans une équipe de développement plutôt que dans une structure comme la Flanders baloise où ta visibilité est peut-être trop limitée. Et puis il y a aussi les équipes néerlandaises qui font peur. La réserve de la Visma, la réserve de la DSM qui pique également de temps en temps. Parfois des coureurs belges, donc c'est pas toujours évident dans ce genre de situation pour survivre du côté de la Flanders baloise. Retour sur 2024 pour la Flanders baloise. Alors on a eu Kamel Bonnieux qui est le coureur qui s'en est le mieux sorti dans cette structure. C'est vrai que c'est lui qui a rapporté la majorité des gros résultats de cette équipe, notamment sur les épreuves Pro Series comme le Tour de Norvège ou l'Arctic Race of Norway. On a vu également un petit peu Van Emelen ou encore Lars Kraps, mais ça reste léger. Pour les autres coureurs, ça a quand même été surtout une domination dans cette structure de Kamel Bonnieux, qui était déjà dans l'équipe depuis plusieurs années, mais qui change de formation. Et après, ça veut dire que pour les autres, ça va être plus compliqué sans leur leader, sans leur tête d'affiche, pour réussir à obtenir des résultats. Que dire d'autre ? On s'en est sorti sur les épreuves Pro Series, les épreuves de 4-5 jours. Très peu de résultats au final sur les grosses courses belges. Ils ont un peu disparu même sur ces épreuves-là, notamment la Coupe de Belgique, où ils étaient avant très forts. Même sur ces épreuves-là, la densité a augmenté. On se retrouve parfois avec des équipes françaises qui viennent. Vous avez les équipes belges qui mettent plus d'envie qu'à une époque également sur ces courses-là. Et donc, ça devient de plus en plus dur, même sur les épreuves de Coupe de Belgique, d'obtenir des résultats. Du côté de la Flanders baloise, pas grand-chose d'autre à dire du côté de cette structure qui roule toujours avec des vélos Eddy Merckx, comme depuis le départ du côté de la Flanders, qui a démarré en 2003 à l'époque. C'est parce que je rappelle qu'avant on s'appelait Flanders baloise. À une époque, c'était l'équipe Chocolat Jacques. Et notamment dans l'équipe Chocolat Jacques, on a eu un John Gadret qui a été passé chez Chocolat Jacques à son début de carrière, quand il faisait encore du cyclocross à l'époque. John Gadret, notamment en 2004, quand il est devenu champion de France de cyclocross, il était dans cette équipe Chocolat Jacques, avant d'aller ensuite chez AG2R en étant passé par la Jartazi également, Grandville Team en 2005, où il y avait notamment Douquet, il y avait Aboukoumov également dans cette équipe. Enfin voilà, Claude Powell également qui était dans cette formation qui n'avait pas été mauvaise, notamment grâce à Douquet qui avait la particularité, Leonardo Douquet. Je croyais qu'il avait tout le temps eu la nationalité. Oui, il a eu la nationalité colombienne, parce que maintenant il est marqué nationalité française. Pendant très longtemps, il a eu la nationalité colombienne, donc il était connu comme colombien. Leonardo Douquet, qu'on a connu notamment à la Cofidis pendant très longtemps, qui a fini sa carrière chez Delco, où il a fini sa carrière, donc encore pas mal de beaux résultats. Je regardais là notamment en Chine. Ça avait été un coureur qui avait été efficace. C'était un sprinter qui passait, c'était un puncher qui passait très bien les sprints. Voilà, il avait un peu le profil à Michael Matthews. Voilà, Leonardo Douquet. La Flanders baloise, donc les victoires, c'est simple, il n'y en a qu'une, c'était sur l'Arctic Race of Norway, l'étape numéro 3, autant qu'en 2023, et bien moins qu'en 2021 ou 2022. En 2022, on était à 4 victoires, et bien loin du record de 2006, avec 17 victoires à l'époque.
Mais encore une fois, hein, les équipes de développement n'existaient pas encore à ce moment-là. Alors avec une seule victoire, hein, bien entendu, cette équipe se place extrêmement loin au classement du nombre de victoires, hein, parce qu'elle est au-delà de la 125e place. On va peut-être la retrouver. Elle est derrière la Tartalito Isorex, par exemple. Donc c'est pas exceptionnel. Côté de cette équipe belge, la Flanders baloise, elle est 173e, parce qu'on prend aussi les places d'honneur dans ce genre de cas, et elle n'a qu'une troisième place en autres résultats à part cette victoire. Donc c'est l'une des dernières équipes du classement, et c'est la dernière équipe de deuxième division, je crois, avec Novo Nordisk, qui n'a pas de victoire, je crois, Novo Nordisk. Il a fallu attendre 218 jours avant cette victoire. Donc il a fallu attendre quand même le mois d'août, ce qui était quand même beaucoup. Alors après, c'est une équipe qui est habituée ces dernières, depuis quelques années, à mettre beaucoup de temps avant de gagner des courses, voilà, en deuxième division désormais. Il y a beaucoup de niveaux. Alors au niveau des points, Pro Cycling Stats sur les meilleurs résultats, eh bien 445 points seulement, c'est-à-dire quasiment 300 points de moins que l'année précédente, où c'était 731, et on est bien loin des meilleures années, hein. On voit que sur ces dernières années, la courbe est plutôt descendante et décroissante du côté de cette équipe. Voilà, pas grand chose d'autre à dire du côté de la Flanders baloise. Quelques changements avec 4 départs pour 4 recrues. Kamel Bogneux rejoint la Intermarché, j'avais oublié. Lars Kraps, la Lotto. Gilles Deville, Gilles Deville 2 n'a toujours pas trouvé de point de chute. Et puis Hanno Klaes, je pense que ça doit se prononcer de cette manière-là, lui a pris sa retraite. De l'autre côté, eh bien, 4 arrivées. Jonas Gens, qui était dans l'équipe Morbihan, Adris Gwendal Olive, donc une équipe amateur française. Tom Krab, qui a été chez Bingo, le Wallonie-Bruxelles Développement, comme Milan Landove. Et puis Bren Denan. Elle existe encore, même l'équipe, la Bingo, le développement. Oui, non, elle n'existe plus, hein, avec la fin de l'équipe Wallonie-Bruxelles. Cette équipe s'est arrêtée. Voilà, l'équipe qui formait des jeunes coureurs wallons, mais là aussi, hein, maintenant il y a d'autres équipes belges, parce que la Wagner Bazin n'a pas repris l'équipe de développement, voilà, contrairement à avant. Où cette équipe avait encore existé et était devenue l'équipe de développement de la Wallonie-Bruxelles, notamment avec Nathan Van de Pitteux, qui était passé dans cette formation. Et puis il y a un coureur, Bren Denan, qui était dans une équipe EFC L&R Van Bossel, qui est en fait une équipe amateur, où l'an dernier notamment il y avait un Français, c'était Robin Cosse, qui était dans cette structure, qui était passé par l'équipe de développement de la AG2R, et puis cette équipe là aussi s'est arrêtée. Elle a été équipe de développement club également en Belgique pour la Omega Pharma Quickstep à ses débuts. Voilà, qui est passé dans cette équipe. Pas grand monde, hein, parce qu'il y avait la Ethics, c'était l'équipe sous la Ethics. Il y avait Aimé Derent qui était passé dans cette équipe. Voilà, si vous voulez savoir. On regarde tout de suite cet effectif 2025 de la Flanders baloise, l'un des effectifs les plus jeunes, hein, de deuxième division, avec 23 ans, de moyenne d'âge. C'est le deuxième effectif le plus jeune, alors loin derrière la Bardiani, qui explose tout le monde, mais devant la Lotto, devant aussi la Unibet par exemple, dans les équipes françaises, parce que maintenant elle est française, avant elle était néerlandaise, ou la Wagner Bazin. Du côté de la Flanders baloise, encore une fois on mise sur les jeunes, parce que le plus âgé a seulement 29 ans, c'est Lindsay de Wilder, et la moitié de l'effectif a moins de 25 ans, et un bon tiers à moins de 23 ans, et notamment Tom Krab qui a 19 ans, 21 ans pour Landove Verkoudi,
non, Verkoudi à 22, avec Van de Branden, Denan, De Verde et Van der Sturm également. Que dire de cette équipe? Bah, bon, ça va être encore compliqué, hein. L'objectif est plutôt de faire des coups. Voilà, l'effectif est composé de coureurs qui doivent se former, qui doivent découvrir le monde professionnel, et puis s'ils arrivent à avoir des résultats, peuvent viser des plus grosses équipes. Mais c'est vraiment encore une fois une équipe de formation, et on voit bien qu'on a du mal à attirer les meilleurs talents, qui sont souvent partis dans d'autres structures, et notamment les équipes de développement des autres structures belges, notamment Intermarché, Lotto, Quickstep. Donc ouais, c'est pas le plus gros collectif qu'on ait eu, surtout qu'on a perdu bien Camiel Bonnieux, qui a apporté les résultats de cette équipe ces dernières années. Donc il va falloir faire sans, et il va falloir que les petits jeunes désormais arrivent à augmenter leur rendement. Ça va être ça la grande obligation des coureurs de cette formation. Du côté des coureurs à suivre, on va commencer avec Vincent Hemelen. Bah, c'est peut-être le plus talentueux qui reste encore à la Flanders baloise. Coureur qui est passé notamment par la Lotto Soudal U23, mais à l'époque où c'était encore un club et pas une équipe professionnelle. On l'a vu notamment très intéressant sur le Grand Prix La Marseillaise en ce tout début de saison avec sa 2e place. Derrière Valentin Ferron, également performant sur l'Étoile de Bessèges, avec notamment une étonnante 6e place sur le contre-la-montre de l'Hermitage. Alors certes, on avait perdu beaucoup de coureurs en route, mais ça aurait pu faire top 15 quand même, hein. En haut de ce contre-la-montre de l'Hermitage, en sachant que souvent dans les équipes continentales pro, c'est notamment dans les petites, c'est pas un exercice que l'on travaille, le contre-la-montre. C'est vrai que c'est ce qui fait souvent la différence entre les grosses et les petites équipes, c'est le travail sur le contre-la-montre. Eh bien, c'est quand même plutôt pas mal. C'est un coureur qui grimpe bien, je pense qu'il a des qualités de puncher, et puis peut-être également des talents sur le contre-la-montre, donc ça reste à suivre. Coureur qui l'an dernier avait pas forcément eu des très grands résultats, il y avait quand même une 6e place sur les championnats de Belgique du chrono, 9e de la Lotto Pharmen Ardennes classique, voilà, parmi ces résultats. Et si on regarde l'Étoile de Bessèges, une belle progression, parce qu'il avait fait 55e du contre-la-montre il y a un an. Et donc là, malgré le fait que, encore une fois, beaucoup de coureurs sont partis, à l'époque, Kevin Vauquelin avait fait le meilleur temps, 55e, ça le mettait à 1 minute 26. Donc Kevin Vauquelin qui avait mis 15 minutes à faire le contre-la-montre. Et si on regarde en 2025 sur ce même contre-la-montre, eh bien Van Hemelen finit, que je le retrouve, Van Hemelen finit à 28 secondes d'un Kevin Vauquelin qui a fait quasiment le même temps. Donc on voit les progrès du coureur en un an, c'est 1 minute. Donc on peut se dire que il est plutôt sur la bonne voie, Vincent Hemelen, et ça va peut-être faire partie des coureurs qui vont être extrêmement suivis et qu'on pourra peut-être voir dans des équipes un peu plus importantes. Il avait remporté le classement de la montagne sur l'Arctic Race of Norway en 2023 par exemple. Donc tout coureur intéressant. Victor Verkoudi, serial baroudeur, hein. Victor Verkoudi, c'est vraiment là où il s'éclate le plus. Le problème, c'est que les baroudeurs, c'est pas forcément, c'est un peu une espèce en voie de disparition, on va dire. C'est pas forcément ce qu'on recherche le plus, surtout des baroudeurs pour le plat. Donc c'est là où ça commence à être compliqué, parce que c'est vrai qu'avec cette bagarre des points ECI, désormais on attend des résultats. Et partir en échappée, ça permet de montrer le maillot, mais ça permet que très rarement d'obtenir un résultat, à part sur les grands tours. C'est ce qui fait que les échappées vont aussi de moins en moins au bout, hein, parce qu'il y a de moins en moins de coureurs qui prennent les échappées sur les courses par étapes de 5 jours ou d'une semaine. Donc on va voir du côté de Victor Verkoudi, mais c'est vrai que il faudrait développer une autre qualité aujourd'hui chez ce coureur pour pouvoir accéder aux meilleures courses. Alors il avait été 2e d'une étape du Flanders Tomorrow Tour. Il avait fini également 14e du Tour de Kyushu, à l'époque où il était chez le Bolton Equities Black Spoke, mais l'équipe n'était restée qu'un an
en deuxième division. Donc ça fait depuis cette époque-là qu'il est... Et puis c'était même arrêté l'équipe. Ouais. Elle n'était pas restée après son année en deuxième division. On avait notamment Rita Hunt dans cette équipe, ou encore Aaron Gate. Voilà, dans cet effectif. Ou George Jackson, qui est désormais chez Burgos. Donc on va voir pour Victor Vercoudi ce que ça peut donner en termes de résultats. C'était dommage parce que cette équipe avait fait une bonne saison, mais notamment, voilà, il y avait eu quelques résultats en Europe, avec James Fouché notamment sur le Grand Prix Cerami, voilà, sur des plus petites courses, mais ça en était plutôt bien sorti. Mais après, eh bien, l'équipe a décidé de s'arrêter parce que c'était trop compliqué, on va dire, pour cette formation-là, d'avoir de la visibilité et des sponsors en deuxième division. On poursuit avec Jules Jules Esters, 26 ans. Eh bien, là aussi, un cours qui a une grosse pointe de vitesse, hein, Jules Esters, notamment 13e l'an dernier du Grand Prix de Fourmi, 10e du Championship van Vlaanderen, également 9e d'une course nationale en Belgique, 12e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Bah, ça fait partie des coureurs qui ont eu le plus de résultats avec cette formation. Alors là aussi, ça commence à être compliqué. Il a 26 ans, Jules Esters. Donc ça commence à être de plus en plus dur pour lui de réussir à se dire je vais peut-être être en capacité de quitter cette équipe et de retrouver une formation plus grande. C'est vrai que c'est fou parce qu'il avait fait 8e de Almeria, 7e du Grote Prijs Marcel Kint, également à l'époque où il était chez Beat Cycling. Mais les résultats, même s'ils ont progressé, n'ont pas suffisamment progressé pour le coureur belge de Gand pour réussir à obtenir une meilleure équipe, hein, parce qu'encore une fois, la Flanders baloise, c'est quand même pas la meilleure structure, et l'idée est plutôt de quitter la Flanders baloise plutôt que de rester pendant des années dans cette structure. Donc c'est vrai qu'à 26 ans, ça serait bien de réussir à obtenir des performances pour quitter cette structure, sinon il faudra commencer à réfléchir à l'avenir du côté de Jules Esters, c'est ce qu'il voudra faire dans le futur du côté de ce sprinter. C'est vrai, je regarde sa saison 2022. Il avait fait 8e de la Classica d'Almeria, mais il avait abandonné énormément de courses en 2022. C'est pour ça que l'année n'était pas aussi bonne. C'est un coureur qui a souvent abandonné des épreuves. Quand je regarde, même dans ses jeunes années, même avec Beat Cycling, il abandonnait quand même souvent. Après, il fait partie vraiment de la génération qui s'est pris la Covid, qui s'est pris l'année 2020 en pleine tête, alors que tu étais dans des équipes amateurs et qu'au final ont très peu couru. Et c'est vrai que ces coureurs-là, qui maintenant ont 25-26 ans, ils sont passés au moment de la Covid au mauvais moment. Ça leur a coûté quand même très cher, je pense, en termes d'apprentissage du cyclisme. Tom Crabb, alors lui, donc, qui était dans l'équipe de développement de la Flanders baloise. J'ai regardé un petit peu ses résultats dans cette équipe de développement. Pas mal de victoires en Belgique, notamment 2 étapes sur le Ronde van Vlaams-Brabant, une épreuve nationale belge, 19e de la Ronde van Limbourg. Il avait fait 14e à Poitiers, de la dernière étape du Tour de Poitou-Charentes. Il a un beau palmarès sur les épreuves amateurs belges. Donc maintenant, l'idée est de passer le cap en deuxième division. Il a déjà fait 16e au Trophée Ocès Salines, plutôt un profil sprinter, très jeune coureur, seulement 19 ans, mais qui était donc déjà l'an dernier professionnel en continental dans le développement de Bingol. Mais je me dis, Tom Crabb, coureur intéressant, faudra le suivre. Un jeune prometteur, et puis Jonas Gens, également, qui était dans l'équipe Morbihan et qui s'est cassé la clavicule, sur l'étoile de Bessèges, lors de la première étape. Eh bien, ce coureur, Jonas Gens, qui a eu pas mal de résultats en France l'an dernier, notamment 8e du Crest-Braise Elite, 4e de l'Estivale Bretonne, dans ses épreuves amateurs, 8e du Tour du Piémont Pyrénéen, ou encore vainqueur de la Flèche Bigouden, et vainqueur également de l'Essor Breton et du Tour de la Manche.
Donc voilà, un coureur à suivre parce qu'il a gagné pas mal de courses en France l'an dernier. Bon, bah, dommage, la fracture de la clavicule au mauvais moment lors de l'étape de Bellegarde. Voilà, du côté de ce coureur. Qui, voilà, alors, à Bellegarde, il avait dû finir dans les derniers, 145e. Oui, il y avait Sacha Vemas également. Il avait perdu que 3 minutes au final sur l'étape de Bessèges. Mais ensuite, il s'est cassé la clavicule. Dommage pour lui. On le reverra pas trop parce qu'au final, la Flanders Baloise, c'est surtout sur les courses du calendrier belge qu'on la voit énormément et notamment on aurait pu le voir pourquoi pas dans une échappée sur une classique de début de saison, Jonas Gens. Voilà. Mais on le verra peut-être sur des épreuves de Coupe de France par contre. Et lui, il connaîtra déjà le terrain, donc il pourra donner des indications à ses petits camarades. Du côté du maillot de cette formation pour 2025, eh bien un maillot qui est similaire à l'an dernier, donc il n'y a pas de changement du tout du côté de cette équipe avec le maillot 2025 de cette structure. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!